Merci d'être présent, voilà, parce qu'on voit qu'effectivement le sujet sur l'élargissement des choix professionnels a trouvé écho, a un intérêt. On vous remercie beaucoup aussi d'avoir répondu au questionnaire, qui était un premier jet. On ne savait pas trop où on allait. Et donc on a été très agréablement surpris du nombre de retours en fait de ce questionnaire. Donc la démarche en fait, à Limoges Métropole, donc il y a une volonté d'accompagner les chercheurs d'emploi les plus éloignés. On a, on va dire, 3 outils à notre main. On a effectivement le PLI et donc on a des référents de parcours qui sont présents ce matin. Donc qui effectivement accompagne les personnes les plus éloignées de l'emploi au-delà des 25 ans. Et puis on a également la clause sociale qui est un autre outil qui est à notre main aussi. Donc on a un guichet unique qu'on va d'ailleurs renforcer très prochainement en recrutant une 4e personne. Que vous connaissez certainement aussi probablement, effectivement, puisque vous accompagnez les chercheurs d'emploi. Et puis depuis l'année dernière, on a la Cité de l'emploi. Donc alors là, qui a une spécificité puisqu'elle est censée accompagner principalement, quasiment exclusivement, les chercheurs d'emploi des quartiers prioritaires. On a un ancrage local sur le quartier de Beaubreuil, mais c'est quand même un outil qui a vocation à essaimer sur l'ensemble des quartiers de la politique de la ville. Voilà. Donc, différents outils. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des grosses tensions au niveau du recrutement, c'est-à-dire qu'on a une offre qui a du mal à rencontrer la demande et inversement. Et donc nous, on est là pour essayer d'accompagner au mieux et faire en sorte que effectivement ce soit un petit peu plus fluide. Et donc un des leviers qu'on a repéré et qu'on souhaite investir, c'est effectivement l'élargissement des choix professionnels. Alors là, on va viser plus spécifiquement les femmes parce que, en fin de compte aussi, quand on réinterroge nos outils et la façon dont on accompagne, on s'aperçoit que les femmes, notamment celles qui sont très éloignées de l'emploi, souvent, alors elles-mêmes ont un premier souhait, c'est-à-dire de travailler rapidement et souvent les propositions qu'on peut leur faire sont des choix, hélas, un petit peu récurrents, c'est-à-dire qu'on va les orienter sur les services à la personne, sur du ménage industriel, enfin voilà. Hein. Des métiers qui n'ont rien de féminin, mais en fait qu'on va proposer aussi parce qu'on répond aux demandes aussi des publics. Hein. Donc on voit bien qu'effectivement il y a quelque chose à travailler entre les demandes des chercheuses d'emploi, les propositions qu'on peut leur faire. Et donc, on a initié donc cette démarche qu'on souhaite développer. C'est en fait notre action potentielle, va être une démarche, une action expérimentale, même si elle fait écho à d'autres actions qui ont déjà eu lieu et que vous avez peut-être, même si vous êtes donc dans l'écosystème Limougeot, vous avez peut-être déjà eu écho d'autres actions. Du style réactive, à contre-courant, voilà. Et donc potentiel, c'est un petit peu la synthèse et puis se sert de ces premières actions qui se sont arrêtées pour des raisons qu'on va pas développer ici, mais voilà, c'est cette action potentielle, c'est une première action d'une démarche qu'on souhaite un petit peu plus globale, c'est-à-dire que vous avez répondu au questionnaire et on veut travailler aussi avec les prescripteurs. Éventuellement, on voudrait les outiller pour comprendre ce qui se joue en fait dans ces réponses traditionnellement classiques qu'on fait au public féminin. Et donc on va essayer de travailler un plan d'action à terme. Alors pour le moment il n'y a rien de construit, vous serez certainement associé à un moment donné dans cette démarche. Donc un plan d'action qui serait en fait un petit peu à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les bénéficiaires, donc ça c'est l'action potentielle, avec vous en tant que prescripteur, et puis on voudrait être un petit peu plus large encore, on voudrait travailler aussi avec les branches professionnelles.
Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce début, sur lesquels voilà, on est très content que vous soyez présents parce qu'on a besoin de tout le monde. Et puis on fera au mieux pour essayer d'être à vos côtés, de vous accompagner au mieux. Voilà, que ce soit en termes de formation peut-être, de sensibilisation, de formation. Enfin voilà, tout ça reste à écrire. Et donc voilà, on lance la démarche aujourd'hui. Merci, Séverine. Non, juste pour compléter un petit peu ce que disait Madame Dumazeau, c'est vrai que donc nous, tout ce qui relève de la diversification des choix professionnels, c'est un peu l'ADN du CIDF. Enfin, ça fait des années que l'on travaille dessus, et notre fédération nationale et notre fédération régionale également. Donc on avait effectivement, il y a quelques années, déposé un projet. Et de la même façon, Moustapha avait déposé un projet à ce moment-là, et on nous avait demandé, parce que nos projets se rejoignaient, de travailler ensemble, et ça avait donné lieu donc à l'action à contre-courant. Et aujourd'hui, potentiel, c'est une marche encore supplémentaire dans, comme l'a dit Mme Dumazeau, l'action en direction des publics, mais aussi en direction des prescripteurs, et aussi également en direction des branches professionnelles. Donc voilà, dire que pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps, sur lequel on travaille depuis longtemps et qui est vraiment essentiel pour l'insertion professionnelle des femmes. Puisqu'effectivement, les métiers du nettoyage industriel, les métiers de l'aide à la personne ne sont pas forcément compatibles avec les freins et les contraintes des femmes souvent isolées avec enfants. Alors, pour rebondir aussi sur ce que Séverine Dumazeau a dit, elle a déjà fait un premier diagnostic, et en fait on est bien dans cette démarche-là de faire un diagnostic partagé, et vous allez voir que vos réponses font écho à ce qui vient d'être dit, et on va retrouver ces éléments-là. Donc l'objectif c'était vraiment qu'on ait un diagnostic partagé en vous associant. Le questionnaire a été envoyé à une centaine de personnes, donc d'acteurs qui travaillent en lien direct ou indirect avec les résidents des quartiers de la politique de la ville. Cette centaine de personnes dont vous faites partie, donc la base de données a été alimentée par nos 3 structures. Chacun s'est dit tiens, ça serait bien qu'on associe telle personne, et il y a aussi telle personne, etc. Et donc on est arrivé à une centaine de personnes qui a été destinataire de ce questionnaire début juillet, avec une première relance mi-juillet. Et donc effectivement 53 réponses à la fin de l'été, donc on était plutôt satisfait de ce retour-là et de cet intérêt que vous avez manifesté. Donc je vais vous présenter les questions principales qui ont été abordées. Donc on résume ça en 10 questions. La première question: avez-vous été formé à des approches pédagogiques en lien avec les stéréotypes de genre dans les métiers? Donc c'était de voir si vous aviez été outillé ou pas. Et on a 66% des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de suivre une formation pour différentes raisons. Par manque de temps, parce que professionnellement on n'a pas forcément eu l'occasion. Pas eu l'opportunité dans le déroulé de la carrière du conseiller emploi ou insertion, l'opportunité ne s'est pas présentée, la structure n'a pas proposé la formation, ou alors tout simplement par manque aussi de formation adéquate. Ça fait partie des raisons qui ont été évoquées. Et quand on fait un focus sur ces personnes-là qui n'ont pas eu l'occasion de se former à la question, donc là ça va faire écho aux questions qui vont suivre, mais déjà 63% d'entre elles le regrettent, auraient aimé pouvoir avoir l'opportunité de suivre une formation sur cette thématique de l'égalité des chances, de la diversification des choix professionnels, et donc 2 tiers, et 92% de ces personnes ont répondu oui à la question: communiquez-vous des informations sur les métiers traditionnellement occupés par des hommes aux femmes que vous accompagnez. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas été formé que on va nous-mêmes reproduire certains stéréotypes. Donc non formés, mais on communique quand même des informations. Et donc cette question elle est un peu polémique, j'y reviendrai, il y a eu des réactions assez intéressantes. 19% des sondés ont bénéficié d'une formation il y a plus de 3 ans.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que on constate par exemple que 100% de ces personnes pensent qu'il est vraiment nécessaire de mettre en place des actions spécifiques à destination des femmes. On n'a pas eu 100% de réponse de oui à cette question, mais 100% des personnes qui ont bénéficié d'une formation répondent oui, il est nécessaire de mettre en place une action. Donc on a plus conscience des difficultés que les femmes rencontrent dans ce domaine, même si la formation est relativement ancienne, puisqu'elle a plus de 3 ans. 90% de ces personnes-là qui ont bénéficié d'une formation utilisent des outils au quotidien qui favorisent la mixité dans les domaines professionnels, alors que seulement 60% des personnes qui ont répondu, on va le voir aussi tout à l'heure, 60% des personnes qui ont répondu au questionnaire utilisent des outils au quotidien, donc une proportion plus forte chez les personnes qui ont bénéficié d'une formation. Et enfin, 80% de ces personnes-là travaillent en lien avec les acteurs engagés sur cette thématique. Et donc, seuls 15% des sondés ont pu bénéficier d'une formation récente sur cette thématique. Deuxième question qui vous a été adressée, utilisez-vous dans vos accompagnements des outils favorisant la mixité dans les domaines professionnels ? Alors il y a peut-être une interprétation du mot outil, certaines personnes n'ont peut-être pas forcément compris le mot outil, qu'est-ce qu'on entendait par outil, mais globalement 60% des personnes qui ont répondu à la question utilisent donc ce type d'outil, et 91% de ces personnes-là pensent qu'il est nécessaire, je reviens à nouveau sur cette question, de mettre en place des actions spécifiques. Donc là il y a quand même un consensus sur la nécessité de mettre en place des actions spécifiques pour aider les femmes à s'orienter vers des métiers dits masculins, parce que on se rend compte que même si on est outillé, c'est pas évident de pouvoir convaincre des personnes quand on a des certitudes. 40% des personnes donc n'utilisent pas les outils, mais la grande majorité de ces personnes travaillent en réseau avec les acteurs, donc connaissent les acteurs de l'égalité. Et quand on les questionne sur les raisons du pourquoi ils n'utilisent pas ces outils, donc c'est la méconnaissance, donc besoin de formation qui est évoqué, pas de mise à disposition par la structure, il n'y a pas d'outils spécifiques utilisés par la structure, pas de besoin spécifique perçu, ou alors il y a un sujet qui est revenu souvent, c'est on n'aborde pas forcément la question du projet professionnel sous l'angle du genre. Voilà, on ne fait pas de distinction sur le genre. Enfin, en tout cas, cette thématique-là n'est pas ressentie comme un problème. Ou alors des personnes qui ont dit que c'était pas dans leur champ de compétences professionnelles, puisqu'on a voulu aussi interroger de manière très large l'ensemble des acteurs. Troisième question sur les femmes que vous accompagnez, donc vers quel type de métier elles souhaitent aller. Donc là, on a 37% des personnes, donc comme l'a dit Séverine Dumazeau, qui souhaitent aller vers les métiers de la petite enfance, de l'aide à la personne, de l'entretien des locaux. Mais 31% plutôt vers un métier en lien avec leurs compétences ou leur formation. Alors l'un peut aller avec l'autre, hein, mes compétences ou ma formation peuvent être liées à ces métiers-là aussi. Mais la réponse, c'est plutôt par rapport à mon projet ou ma formation. 22% souhaitent aller vers une solution qu'on peut mettre en œuvre rapidement. Il y a la notion d'urgence, j'ai besoin de travailler rapidement, je cherche un emploi rapidement. Et 8% seulement parlent vers un métier qui recrute ou un métier en tension. Une démarche spécifique vers les métiers qui recrutent. Voilà. Et l'autre, il y a eu une réponse, c'était quelqu'un évoquait un redoublement avant le choix d'une filière. Quelqu'un qui n'était pas une femme, qui n'était pas sûre, une jeune femme du coup, qui n'était pas sûre de ce qu'elle souhaitait faire, qui a préféré redoubler plutôt que de choisir une filière. La question d'après, c'était donc sur la communication. Est-ce que vous communiquez aux femmes que vous accompagnez des informations ou sur les métiers ou les formations dit plutôt masculins? Alors c'est la formulation qu'on a trouvée pour dire, pour évoquer ces métiers, du bâtiment, de l'industrie ou du numérique. Là aussi, il y a peut-être eu une interprétation dans les réponses. C'est-à-dire que
c'est pas nous qui qualifions ces métiers de métiers masculins. C'était pas la démarche, mais il y a peut-être dans les réponses, on a peut-être perçu aussi cette confusion-là. Il y a des personnes qui nous ont dit, mais il n'y a pas de métier masculin ou féminin. Effectivement, nous, on en a conscience, mais c'était une façon de nommer ces métiers qui sont traditionnellement plutôt occupés par des hommes. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que non, il n'y a pas de distinction, de prise en compte du genre du métier lors de la communication. En tout cas, on communique à 90%, donc une majorité importante, tout type d'information, sans distinction de genre. Donc, ce qui revient, c'est favoriser la diversification des choix professionnels et lutter contre les stéréotypes. 50% des personnes répondent ça. Tout simplement, 24% disent parce que ce sont des métiers qui sont en lien avec le projet ou les attentes de la personne. 18% évoquent les métiers en tension. Et 8% parlent de favoriser une évolution professionnelle ou permettre une meilleure rémunération ou une évolution de carrière. Dans 8% des cas, voilà pourquoi vous le faites. Effectivement, 10% de personnes qui ne communiquent pas, ils disent ne pas communiquer. Alors, il y a eu 5 personnes en fait qui ont répondu non, on ne communique pas. Donc 2 personnes sur 5 ne justifient pas le pourquoi, ne répondent pas spécifiquement. Et les 3 autres personnes expliquent. Pour elles, c'est plutôt fondé, c'est-à-dire que parce que souvent c'est pas en lien avec le projet. Il y a un décalage entre le projet, le souhait de la personne et les informations à disposition. Et ce qu'on évoque, c'est plutôt la notion d'urgence. Souvent, c'est je veux travailler tout de suite. Donc, du coup, on va vers l'emploi accessible le plus rapidement, sans passer par une case de sensibilisation, de formation. On répond à l'urgence de la demande. En revanche, quand on fait le lien avec avez-vous été formé aux approches pédagogiques, les personnes qui ont répondu non à cette question n'ont pas été formées, n'ont pas été sensibilisées. Donc voilà le lien qu'on peut faire ici. Question numéro 5. Constatez-vous des freins particuliers chez les femmes que vous accompagnez pour aller vers ces métiers? Donc le premier point, c'est l'autocensure. 63% des personnes répondent que le frein principal, c'est la personne elle-même qui ne s'autorise pas à aller vers ces métiers. Donc c'est ce que vous avez ressenti. Bien sûr, on a les problèmes d'horaire, de force physique qui reviennent, de mobilité, qui sont aussi perçus comme des freins. Mais ceux-là paraissent moins bloquants que l'autocensure. C'est-à-dire que si la personne est déterminée sur le fait qu'elle ne pourra pas ou c'est pas fait pour elle, c'est très difficile pour vous de travailler sur cette question-là. En revanche, sur les freins périphériques, même si je dis pas que c'est facile, je minimise pas, je sais la difficulté que c'est de travailler sur ces difficultés, ces points-là, mais ça vous paraît moins bloquant que le fait que la personne soit déterminée sur non, ça j'irai pas là-dedans. 27% des personnes là évoquent d'autres raisons. Alors parmi les autres raisons, il y a une personne qui me dit toutes ces raisons en même temps. C'est que toutes les raisons sont valables. Le regard des autres a été évoqué à plusieurs reprises, et notamment celui de la famille. Donc les femmes qui ont du mal à... Alors il y a l'autocensure, mais il y a aussi le fait d'assumer ce métier-là vis-à-vis de la famille. Donc ça a été évoqué. L'environnement professionnel, l'appréhension des collègues de se retrouver dans un environnement plutôt masculin est une crainte qui est évoquée, qui vous est évoquée. Et puis il y a d'autres points qu'on a déjà évoqués, le problème de garde d'enfants qui revient, ou aussi la méconnaissance des métiers. C'est-à-dire que je ne m'oriente pas vers ces métiers-là parce que tout simplement je ne les connais pas. Et ça ne fait pas forcément partie de ma culture professionnelle, donc je ne vais pas vers ces métiers. La question 6, avez-vous déjà accompagné des femmes dans un parcours de changement ou de reconversion pour un métier dit masculin? Alors là, c'était très spécifique, donc déjà ça fait appel à votre expérience. Donc ça dépend de l'expérience que vous avez pu avoir. On peut être CIP depuis 3-4 ans et n'avoir jamais eu l'occasion de le faire, ou comme on a pu le faire. Donc là, c'est mitigé. 53% de personnes disent oui,
et 47% disent non, répondent non à cette question. Alors concernant les 53% de personnes qui ont déjà eu à accompagner, il y a différents secteurs qui sont évoqués. On a donc le transport et la logistique, chauffeur poids lourd, super lourd, chauffeur. Alors voilà, j'ai peut-être dit le mot qu'il fallait pas dire. Et en rédigeant ça, je me suis posé la question aussi, forcément ça c'est conductrice tout simplement. Voilà, conductrice, et ça règle le problème. On a tellement l'habitude de dire chauffeur poids lourd, que quand vous dites chauffeur poids lourd à une femme ou à une jeune fille, elle ne s'identifiera pas. Par contre, si vous dites conductrice, elle pourra s'identifier à ce métier. Et ça, c'est l'importance aussi, mais c'est un autre sujet et un autre débat sur le genre des métiers, la féminisation des noms de métiers. Donc il y a un effort aussi à faire à ce niveau-là. Ben voilà, je viens de faire l'erreur, mais c'est parce que ça a été dit comme ça. Donc moi j'ai retranscrit en conductrice poids lourd, conductrice de bus ou de TCL, enfin voilà, de TCL là en l'occurrence chez nous. Préparatrice de commandes ou agente logistique, pour reprendre les métiers en lien avec la logistique. Dans le bâtiment, on a peintre. Peintre, c'est la star. C'est probablement, on en a déjà parlé entre nous, c'est probablement le métier qui est le plus souvent évoqué pour illustrer que des femmes vont vers des métiers du bâtiment. Mais la question qu'on se posait, c'est justement, est-ce qu'on n'est pas encore sur nos stéréotypes, sur nos représentations ? C'est-à-dire qu'une femme peut aller dans le bâtiment à condition qu'il y ait un côté un peu artistique, un peu esthétique, minutieux. Mais ça s'explique aussi parce que les premières actions en matière de diversification des choix professionnels qui remontent à plus de 20 ans étaient sur ces métiers-là, enfin sur ce métier de peintre, qui était effectivement le plus facilement accessible à ce moment-là. Alors on va vous présenter tout à l'heure l'action potentielle. Donc nous on a aussi des témoignages, notamment une entreprise de peinture qui n'emploie que des femmes. Donc on fera probablement témoigner, il y aura peut-être des rencontres. Mais il y a d'autres, vous avez évoqué chef de chantier, plaquiste, carreleuse, maçonnerie pierre sèche précisément, architecte, chargé d'affaires du bâtiment, économiste de la construction. Donc dans le bâtiment, il y a plusieurs métiers vers lesquels les personnes ont eu l'occasion d'accompagner. Il y a la mécanique auto, chaudronnière qui a été citée, agente de sécurité, les espaces verts et le numérique aussi qui ont été cités. J'ai même des exemples précis, une pâtissière qui s'est orientée vers un métier de peintre en bâtiment et à l'inverse un vendeur qui s'est orienté vers un poste d'aide ménagère. 47% donc des personnes n'ont pas eu l'occasion de mettre en œuvre ce type d'accompagnement. Et ces personnes-là, par contre, travaillent en réseau avec les acteurs. Donc à la question « Connaissez-vous les acteurs ?», ils ont répondu oui à 80%. La question des outils. Auriez-vous besoin d'outils spécifiques pour mieux gérer ce type d'accompagnement ? Donc voilà, ce que je disais, le mot outil était peut-être pas forcément très explicite. En tout cas, il ne parlait pas forcément pour les personnes qui n'ont pas pu être sensibilisées ou bénéficier de formation. 27% des personnes disent ne pas avoir de besoins spécifiques. 73% donc du coup affirment avoir des besoins. Alors quels sont les outils qui sont évoqués ? Donc des témoignages de parcours réussis, accessibles facilement, des témoignages peut-être vidéo ou en tout cas qu'on puisse montrer pour illustrer les propos qu'on peut tenir lors d'un accompagnement. Tu parlais de rôle modèle ? Oui, on parle de rôle modèle. Pour pouvoir illustrer. Rôle modèle. Oui. Pour pouvoir illustrer un parcours réussi. En tout cas, nous, sur l'accompagnement, on travaillera sur ces notions-là, bien sûr. Des formations. Quand on parle d'outils, donc des formations, vous évoquez les formations donc sur la diversification des choix et l'égalité des chances. Donc ça, c'est un besoin aussi qui a été évoqué. Des listes d'entreprises ouvertes au recrutement des femmes. Alors ça, moi, ça me fait toujours sourire. On a aussi, par exemple, sur l'alternance, quand on accompagne les personnes en alternance, on a alors moins maintenant, mais il y a une époque, des gens venaient nous voir en disant « J'aimerais avoir la liste des entreprises qui recrutent des alternants ». Désolé de vous dire que ça n'existe pas. C'est pas une caractéristique des entreprises. Alors effectivement, il peut y avoir des entreprises qui ont, comme cette entreprise de peinture en bâtiment, qui a peut-être cette démarche spécifique
Voilà, mais bon, s'il y a 3 postes, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura qu'elle fasse partie d'une liste d'entreprises ou pas, ça ne changera rien. Par contre, effectivement, à un moment, on avait une charte de la diversité, des entreprises signataires d'une charte de la diversité. Ça pourrait être ce type d'outil, mais je ne suis pas persuadé que c'est quelque chose qu'on puisse faire vivre en permanence. Il n'y a pas d'entreprises qui recrutent ou d'autres qui ne recrutent absolument pas de femmes. C'est plutôt lié au métier. Et puis il y a une cartographie des partenaires aussi qui a été évoquée. Donc là, c'est notamment pour les personnes qui ne connaissent pas les acteurs de l'égalité ou de la diversification des choix professionnels. Vous allez voir, en général, vous les connaissez, vous citez les structures, mais il y a quand même des personnes qui ne connaissent pas les acteurs. Donc voilà, une cartographie des acteurs, ça a été cité comme outil nécessaire. Question 8. Pensez-vous qu'il soit nécessaire donc, de mettre en place des actions spécifiques pour aider les femmes à s'orienter vers des métiers dits masculins? Donc, je l'ai déjà abordé avec les questions précédentes, mais donc là, vous avez les réponses. Oui, à 84%. Vous en êtes plutôt convaincus. Donc, 84% des personnes affirment qu'il est nécessaire d'avoir une action publique pour favoriser la diversification des choix professionnels. Pourquoi ? Pour élargir le champ des possibles, ça a été cité, pour lutter contre les préjugés présents chez les femmes et donc lutter contre l'autocensure, lutter contre les préjugés chez les recruteurs et chez les professionnels de l'accompagnement. Donc on est aussi nous-mêmes mis dans le sac, mais les recruteurs, ça a été signalé à plusieurs reprises. Il y a des personnes qui nous ont dit au lieu de nous poser ces questions-là, posez-les plutôt aux recruteurs. Pourquoi des actions spécifiques pour permettre une reprise de confiance ou une amélioration de l'estime de soi? Ça a été cité comme élément. Favoriser des immersions ou des rencontres, des échanges, justement pour pouvoir améliorer la culture, élargir le champ des possibles, améliorer la culture ou la connaissance des métiers qu'on a tendance à écarter traditionnellement. 16% donc des personnes pensent que c'est pas nécessaire ou pas justifié. Et donc le point qui revient, c'est la nécessité de traiter de manière égalitaire les hommes et les femmes. Donc si on mène une action, c'est le point de vue qui est cité, si on mène une action à destination des femmes, ça voudrait dire qu'il faudrait une action spécifique à destination des hommes. Mais ça, c'est méconnaître la réalité, méconnaître les difficultés que les femmes peuvent rencontrer, et c'est ne pas tenir compte, ça c'est mon avis, mais c'est ne pas tenir compte des inégalités qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Ou alors, une autre idée qui est évoquée, là c'est plutôt nous, les professionnels, qui sommes accusés. En gros, pour eux c'est simple, le problème il est simple, c'est juste de ne pas présenter les métiers avec un genre. Voilà, c'est ce qui est dit. Il suffit de bien présenter les métiers, de savoir les présenter, et le problème ne se pose pas. Pour les personnes qui ont répondu non, il n'est pas nécessaire de mettre en place des actions spécifiques. Question 9. Avez-vous déjà travaillé en réseau avec les associations de votre territoire qui accompagnent les publics féminins? Patricia, prépare-toi à innovation. Alors 69% des personnes disent oui. Oui, on a déjà travaillé avec des associations. Et 31% répondent non. Donc parmi les 69% des personnes, la structure qui est citée en premier est 81% des personnes citent le CIDFF. Voilà. 81% des personnes. C'est quand même normal, c'est quand même. Parmi les structures qui ont été citées au moins 2 fois, la boutique Club Emploi, les centres sociaux, Entreprendre au féminin, alors structure ou dispositif, Entreprendre au féminin, le PLI, l'AFPA, métier pour elle, Passeport Travail, l'IAE, les chantiers d'insertion. Et des structures qui ont été citées une fois, ARSL, Secours Populaire, Athos, Planning Familial, Rallye des Pépites, Limbo et Pôle Emploi. Voilà les structures. Donc effectivement, le CIDFF est identifié par la plupart des personnes des professionnels qui interviennent sur cette thématique de l'accompagnement.
Dernière question, connaissez-vous des actions mises en place par ces partenaires? Donc là, c'est pour aller un petit peu plus loin. Donc oui, à 34% seulement. Donc vous ne connaissez pas bien ces dispositifs-là. Et donc parmi les personnes qui ont répondu oui, les dispositifs qui ont été cités, donc à contre-courant effectivement a été cité 2 fois, la Cité de l'Emploi a été citée 2 fois, les RIP aussi, le transport, l'école de production de Limoges, le DU Réagir, les métiers se conjuguent au féminin, Rallye des pépites, Déclic, Entreprendre au féminin, Réactive et Job Dating qui ont été cités comme actions menées par ces fameux acteurs de l'emploi sur la diversification des choix professionnels. Voilà les 10 questions. Il y avait une dernière question ouverte sur est-ce que vous avez des idées, des remarques ou des commentaires à nous faire. Donc là, je vous ai mis les 3 points les plus importants. Améliorer la garde d'enfants pour que les mamans soient plus disponibles pour découvrir les métiers, pour pouvoir rechercher en alternance ou un emploi, aussi dans les métiers donc dits masculins. Arrêtez de faire la distinction, donc je vous en ai parlé, entre les femmes et les hommes en milieu professionnel, à 2 reprises, c'est revenu. Excellente initiative, nous sommes convaincus de l'intérêt d'une action à destination des femmes, donc ça c'est revenu à plusieurs reprises. Et puis la question des entreprises, il serait bien également d'évoquer ce sujet-là avec les entreprises, donc de les sensibiliser. Donc Séverine, tu vois, enfin ça vient de confirmer les points que tu évoquais en introduction. Donc on est d'accord pour dire qu'on le diagnostic il est largement partagé. Ces métiers-là vers lesquels on s'oriente plus souvent, plus facilement, parce que on imagine, c'est pas forcément compatible avec les contraintes, mais on imagine que c'est accessible plus facilement. Et pourtant, effectivement, par exemple, donc tu évoquais l'autre fois le nettoyage. Le nettoyage se fait souvent à des horaires décalés. Complètement. Et donc rarement compatible avec la vie de famille, la possibilité, quand vous devez faire le nettoyage des bureaux entre 6h et 8h30, c'est difficile d'aller poser les enfants à l'école, par exemple, pendant ces horaires-là. Et on rajoute le problème de la mobilité, parce qu'il y a des bus. Et à ces heures-là, effectivement, ou le soir, tard le soir. Ouais. On passe à la présentation de l'action potentielle, donc qui est une des formes de réponse qui peut être apportée à ces éléments de diagnostic. Donc il y a des sujets qui ont été évoqués là, sur lesquels on prévoit de travailler avec donc l'action potentielle. Mais effectivement, Séverine, on est bien dans une démarche sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect notamment sensibilisation des professionnels, la formation, sensibilisation aussi des entreprises, qui sont des thématiques sur lesquelles il va falloir qu'on travaille sur le long terme. Je vous donne la parole pour la présentation du dispositif. Par rapport aux objectifs, donc du coup, de la formation, on vous donnera les dates, le déroulé, etc. un petit peu plus tard. Donc c'est lutter contre les discriminations faites aux femmes, donc en tenant particulièrement compte des stéréotypes de genre liés au métier. Donc c'est là-dessus qu'on a axé notre intervention. Le public, alors voilà, en termes de public, accueilli, accompagné sur cette action. Donc en capacité, on a 10-12 femmes sur le groupe. C'est une bonne taille pour faire un groupe où il y a de l'échange. Plus c'est compliqué vu que l'action va durer à peu près 2 mois. Donc pour un bon accompagnement, on est sur une taille correcte. Alors, public issu principalement des quartiers de la politique de la ville. Principalement, majoritairement. Alors, je sais pas, je m'avance peut-être un petit peu. Moi, je pense aux femmes et aux personnes qui sont dans les foyers, en CHRS, dans des endroits qui sont pas forcément adresse quartier. Donc, je sais pas du coup si, peut y avoir une tolérance aussi pour ces personnes-là qui peuvent aussi avoir besoin. La question avait été posée par la mission locale, notamment sur les antennes qui sont dans les quartiers. L'antenne est dans le quartier, mais les personnes peuvent ne pas résider dans le quartier. Donc, ce qu'on leur a dit, c'est ne vous posez pas cette question, envoyez-les, puis on verra lors de la constitution du groupe, en accord avec Limoges Métropole. Effectivement, principalement, ce sont des fonds politiques de la ville, donc principalement des personnes résidant dans les quartiers. Se poser la question de la limite du quartier, notamment pour la mission locale, elles ont des jeunes qui, effectivement, par exemple sur Beauvois, mais sont dans la rue d'après. Donc... On cherche des profils là. Donc,
moi, je suis assez convaincue qu'on en trouvera pas mal, effectivement, originaires des quartiers. Oui. Après, on adaptera, sinon, enfin, voilà, l'idée, c'est quand même de constituer un groupe avec des femmes qui en fait, réalisent l'action sur les 2 mois qu'elles durent. D'où voilà les 2 critères suivants, donc qui vont être en démarche d'insertion choisie. On entend par là volontaire et ouverte à l'élargissement des choix professionnels. Donc c'est important aussi qu'elles aient connaissance du contenu de l'action, ce qu'on va faire dans l'action, et qu'elles soient ouvertes à découvrir de nouvelles possibilités d'orientation. Ce point est un point un peu subjectif, donc peut-être difficile à vérifier en amont. À minima, que vous n'ayez pas connaissance d'une certaine fermeture, une fermeture totale. Si la personne vous dit non, moi ça c'est hors de question, là ça me paraît peut-être. Si la personne, c'est ce projet-là et pas autre chose, peut-être que l'action n'est pas justifiée. Par contre, on a bien conscience, elles vont présenter le contenu de l'action, que c'est des thématiques sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. L'élargissement des choix professionnels, c'est culturel, et donc on peut travailler sur ces notions-là. Donc s'il y a un minimum d'ouverture d'esprit, moi j'ai envie de travailler, peu importe le domaine, pour moi ça répond à cette question. Il y a la volonté de travailler, on est dans le public éligible. Oui, ça peut être simplement, oui, pourquoi pas, je veux bien connaître d'autres domaines. Et là, après, nous, de toute façon, ça fait partie du contenu, en effet, d'élargir. Alors, je voulais juste, par rapport au public, il faut quand même garder en tête qu'on aimerait bien que sur les groupes constitués, il y ait des parcours qui se poursuivent réellement, soit sur de la formation, soit directement en emploi, sur des métiers dits masculins. On voudrait aussi convaincre par un parcours qui le démontre, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'au départ, on n'est pas très ouvert à certains métiers dits masculins. En fin de compte, on y trouve sa place. Et donc, l'idée, c'est vraiment de convaincre par l'exemple. Donc, quelqu'un qui serait quand même pas pas suffisamment ouverte, où il y aurait trop de craintes de périphérie, du style garde d'enfants qui ne serait pas réglé, à mon sens, il faudra quand même on l'avait pris en compte justement au niveau des freins. Alors moi j'avais animé les 3 anciennes sessions de l'action projet à contre-courant. C'est pour ça que sur les critères aussi, le minimum de niveau en français A2. Alors pourquoi déjà par rapport aux interventions qu'on va faire, ça peut très vite les mettre en difficulté si le français n'est pas maîtrisé. Et au-delà de ça, l'action elle n'a pas pour objectif de partir après sur des cours de FLE. Mais plutôt, alors s'il y a besoin de renforcement, de compétences en mathématiques ou de compétences de base, oui, mais pas sur du FLE. Et puis également. C'est le niveau minimum pour rentrer en formation ensuite. Et après, ça demande, quand on a un groupe, c'est vrai ça avance à plusieurs vitesses et ça demande à l'animateur de porter peut-être plus d'attention. Donc là, essayer de faire quelque chose de, d'harmonieux, alors c'est pas l'idéal, mais que en tout cas ça les mette pas en difficulté. Donc minimum français A2, et lever des freins en effet comme c'était dit, parce que on le sait tous, quand il y a trop de problématiques à gérer à côté, l'emploi passe en second plan, quoi. C'est pour ça qu'on parlait de lever les freins en amont, c'est-à-dire que la disponibilité pour participer à l'action doit être celle dont on a besoin derrière pour enclencher un parcours d'insertion ou de formation. Donc c'est pour ça qu'on disait idéalement d'avoir pu lever certains freins à l'action. Parce que sur une entrée en formation, par exemple, les horaires ne seraient pas souples non plus. De toute façon, les personnes que vous allez nous orienter, il va y avoir 2 informations collectives, donc on va les rencontrer avec Élodie. Il y aura un double regard, même si c'est un petit entretien post-infoco, et puis on pourra échanger par derrière, donc quand on constituera le groupe avec vous, pour voir si ça peut être, si c'est le moment ou pas. Donc sur les horaires, 9h midi, 14h, 16h30. Sur le 12h, 14h, j'ai déjà eu des participantes qui rentraient pour faire manger les enfants le midi parce qu'elles ne voulaient pas laisser les enfants à la cantine. Là, pour le coup, je pense que c'est aussi un premier pas pour faire cette démarche et alors si c'est une histoire financière, c'est un autre souci à régler, mais des fois il y a aussi ce côté-là, donc ce qui fait qu'elles partent un petit peu plus tôt le midi pour les récupérer et ensuite leur préparer à manger et les ramener à l'école.
Donc on va faire la durée et le rythme avant le contenu, du coup, vu qu'on est ici. Donc 2 informations collectives qui auront lieu dans cette salle, le 19 et le 28 septembre à 9h. Si par rapport aux personnes que vous allez envoyer, dites-leur de prévoir à peu près la matinée, il vaut mieux prévoir plus large. Vu qu'on fera une présentation suivie de rendez-vous individuels, on se séparera les rendez-vous. Donc la prochaine, c'est mardi, c'est bientôt. Après il y a celle du 28 et l'action commencera donc assez rapidement par derrière le 3 octobre. Donc il y a une semaine qui sera pendant les vacances scolaires. C'est ce que tu as dit. Voilà. C'est pendant 2 mois et il y a 2 semaines de vacances scolaires. Alors sur projet à contre-courant, on n'intervenait pas pendant les vacances scolaires. Là, on a un petit peu changé et on s'est dit que la première semaine des vacances, il y aura des interventions. Par contre, la deuxième semaine des vacances scolaires sera sans intervention. Avant de vous parler un petit peu du rythme, on a essayé de faire un rythme assez régulier, les mardis et les jeudis. Alors, bien sûr, toute règle a son exception, donc il y aura des petites exceptions, mais pour que ce soit clair et que vous puissiez expliquer, on est en grosso modo sur les mardis et jeudis, avec ponctuellement des demi-journées en dehors. Donc, moi, j'interviendrai donc sur les ateliers du changement. Donc c'est 4 jours, mais qui vont être séparés en demi-journée. Mais grosso modo, en cumulé, c'est 4 jours. Donc ces ateliers du changement, rapidement, qu'est-ce que c'est ? Déjà la reprise de confiance, apprendre à prendre du recul, apprendre à se connaître. Ça, c'est aussi, alors les ateliers du changement, la boutique Club Emploi, c'est une action qu'on anime au DU Réagir, dans le cadre du CNFPT, qui a été, qui intervient sur plusieurs actions. C'est important parce que, alors ça peut paraître, moi on le lit bien évidemment à l'emploi, mais ces ateliers du changement peuvent être utiles pour toutes les thématiques de la vie quotidienne, professionnelle ou personnelle, mais on va être vraiment sur la prise de recul et la compréhension, et donc on va lier ces ateliers du changement aussi aux stéréotypes. Ensuite, je vais te laisser du coup la main parce que ce sera ta partie. Nous, on va intervenir sur l'élargissement des choix professionnels et l'articulation des temps de vie. Donc élargissement des choix à travers des vidéos, des témoignages. Et l'articulation des temps de vie, ça va être plutôt comment optimiser sa vie quotidienne, les tâches à la maison, essayer de déléguer un peu au mari, aux enfants pour avoir du temps aussi pour soi. Principalement, ça va être les 2 points qu'on va travailler. On va intervenir aussi sur le sexisme en milieu de travail et toujours aussi déconstruire les stéréotypes. Alors, en co-animation, on aura des visites d'entreprise, de centres de formation, des rencontres avec des professionnels. Donc là, pour l'instant, je peux pas trop vous en dire, c'est pas que je veux garder le suspense, mais on est en train de travailler dessus, on se voit cet après-midi, donc on a déjà pris des contacts. On a des pistes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment d'aller dans plusieurs secteurs d'activité. Donc l'agriculture, l'industrie, le bâtiment, essayer Après, on va s'adapter au profil aussi. Oui. Ça va dépendre du groupe. C'est un peu le point d'interrogation qu'on a, c'est que on ne connaît pas notre groupe et en fonction des personnes dans le groupe, il y aura peut-être des attentes ou des demandes. Donc on va planifier des choses, mais je pense qu'on laissera des temps vides entre guillemets pour pouvoir aussi faire en fonction des demandes. Donc ça c'est 4 jours, mais 4 jours qui seront sur des demi-journées. Des interventions thématiques, donc là c'est pareil, c'est en cours de planification, ça a bien avancé quand même. Intervention thématique sur la communication où donc Alain interviendra sur des demi-journées pour des thématiques sur l'image et le son. Je suis en contact avec une socio-esthéticienne pour la faire intervenir également. Donc on doit se rencontrer à la fin du mois et elle interviendra je pense sur le mois d'octobre. Donc pour travailler l'esthétique et l'image de soi. Ensuite, donc la réflexion, la mise en place du projet. Donc là, c'est 5 jours. Donc là, c'est la partie boutique Club Emploi. Donc où là, j'utiliserai une méthode donc je pense qu'il ne vous est pas inconnue pour les conseillers emploi. On va partir sur la méthode ADVP, activation du développement vocationnel et personnel.
Donc c'est une méthode qui prend en compte bien évidemment les compétences professionnelles, mais qui prend aussi en compte la personne dans son entièreté, ses appétences, ses centres d'intérêt, avec des activités qui sont plutôt ludiques, qui sont plutôt bien appréciées aussi, où là en plus on va pouvoir travailler notamment avec l'image, avec plein de choses. Donc là j'ai plein d'idées pour ces ateliers-là. Donc voilà, donc 5 jours. Ce que j'intègre aussi dans la réflexion mise en place du projet, alors on va pas faire de TRE à proprement dit, parce que sur une réflexion projet, on avait vu, j'ai tiré aussi des expériences des 3 actions projet à contre-courant. Donc là, je veux plus axer sur on travaille le projet, mais comment on le met en place aussi ce projet. Donc recherche de stage, savoir se présenter, enquête métier, on va être plus sur ces thématiques-là que chercher la TRE, travail de l'entretien pur et dur, ce sera plus sur la mise en place du projet. Oui, parce qu'idéalement, à la fin de potentiel, ce serait bien de valider le projet avec une immersion. Alors on verra, parce qu'on ne sait pas où elles en seront, et d'où la suite et le lien après on verra avec les prescripteurs pour le passage de relais. Idéalement ce serait une entrée en formation ou l'emploi, ce serait l'idéal. Après on verra, là c'est pareil, on va voir en fonction des personnes, des profils, et puis peut-être il y aura besoin aussi de formation, de remise à niveau. On verra tout ça. Oui, du coup, avec Christelle, on va se partager le groupe en 2. Donc, s'il y a 12 participantes, on en aura 6 chacune. Il y aura un suivi individuel, donc un rendez-vous tous les 15 jours pour retravailler le projet et voir tout ce qui peut ne pas être dit en groupe. Par exemple, s'il y a des problématiques, des freins, des choses qui ne peuvent pas être abordées en collectif. Donc, on a noté un rendez-vous tous les 15 jours, bien évidemment. S'il y a besoin, à la demande, ce sera plus. On s'adaptera pour les rendez-vous, mais c'est vrai que c'est important d'avoir ce suivi en parallèle, parce que comme le disait Elodie, des fois dans le groupe on n'ose pas dire ou aborder des choses qui seront plus faciles peut-être à parler sur de l'entretien individuel. Et enfin donc la mise en place de parrainage. Donc là, sur cette thématique-là, qui est une nouveauté, je pense que je vais laisser Patricia et Mustapha intervenir. On s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir aussi une personne ressource qui soit différente de la conseillère avec qui il y a un lien de confiance qui va forcément s'établir, mais une personne ressource, idéalement, si possible, issue du milieu, qui connaît le métier et qui pourra justement apporter des outils, des noms, un carnet d'adresses, ou répondre peut-être à certaines difficultés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on envisage de faire en complément de l'accompagnement, et on va voir pour le mettre en place. Et enfin, pour terminer, alors la nouveauté qui est aussi un petit peu le challenge de cette action, puisque on a pour projet de faire un séjour de 2 jours au Château Ligours pour sortir du quotidien de la maison. Donc là, on aura fini toutes les thématiques. Donc là, ce qu'on a prévu sur ces 2 jours, c'est de continuer les ateliers portraits avec Alain, intégrer un atelier théâtre. Donc cet atelier théâtre, j'en ai pas parlé encore. Donc c'est avec quelqu'un que Pascal accompagne sur l'action des plus de 45 ans, Atman, qui faisait partie en Algérie d'une compagnie théâtre, mais qui en a aussi fait à Panazol des ateliers théâtre. Donc je vais voir avec lui comment on peut travailler aussi la confiance, la prise de parole, des choses aussi qui sont importantes. Donc ça, c'est un challenge. Donc on resterait manger, dormir là-bas sur ces 2 jours, et on en profitera aussi pour faire le bilan final avec les participantes, les financeurs et les partenaires au Château Ligours. Et les entretiens individuels, c'est aussi pour chercher des solutions justement pour s'organiser pour la fin du séjour. Mais dès début octobre, ce sera abordé. De toute façon, on l'abordera rapidement. Voilà le calendrier prévisionnel, visuellement c'est peut-être plus facile à voir un petit peu le déroulement. Donc en gros, octobre c'est prise de recul et prise de confiance en soi. Et sur le mois de novembre, donc construction, mise en œuvre du projet. Avec donc les mardis et les jeudis, et ponctuellement, parce que on va essayer de limiter, mais il y aura
peut-être 2-3 demi-journées supplémentaires sur le lundi, le mercredi ou le vendredi. De toute façon, là déjà sur le mois d'octobre, de toute façon tout est planifié, c'est-à-dire qu'entre les interventions du CIDFF et de la BCE, les mardis et les jeudis sont tous complets. Il y aura peut-être juste l'intervention de la socio-esthéticienne que je rajouterai en plus. Alors les rendez-vous individuels seront sur les 3 autres jours. Et novembre, c'est construction du projet, mise en œuvre du projet et les visites. Voilà. Et donc le séjour sera sur début décembre. Il n'y aura pas de modification sur le statut des personnes, parce que c'est une question qui nous a été posée, donc ils ne sont pas stagiaires de la formation professionnelle, ils sont accompagnés, ils continuent à être en recherche d'emploi, donc si inscrits à Pôle emploi, ils continuent d'émarger, ils sont en recherche active d'emploi. On travaille le plus simplement possible, ceux qui le connaissent orientent régulièrement un mail, même pas, à la limite les personnes peuvent venir directement à la réunion de formation. Après le mail, tout simplement pour savoir à qui il faudra qu'on fasse des retours et avec qui on va être amené à travailler. On a déjà reçu un mail d'une référente CLI qui nous a orienté une personne. Donc un mail avec le CV de la personne, par exemple.